Bonsoir et bienvenue à l'Essentiel, 115e numéro, le deuxième numéro de l'année 2025, que je vous souhaite encore une fois bonne. Ça va être une belle soirée avec un premier invité important, Bernard-Henri Lévy, pour son nouveau livre, un livre très étonnant sur son manque de sommeil, qui s'appelle Nuit blanche, qui vient de paraître chez Grasset. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Instagram, X. Notre hashtag, c'est LECL. Premier invité ce soir, grand invité d'honneur, un réalisateur, un essayiste, un romancier, un insomniaque chronique, Bernard-Henri Lévy. En effet, il y a 8 jours est sorti chez Grasset votre nouveau livre, Nuit blanche. Nuit, c'est pas nuit S, c'est une nuit blanche. Parce qu'en fait, toute votre vie est une nuit, si j'ose dire, puisque vous ne dormez pas. Et le livre entier, 186 pages, absolument passionnant, raconte comment, en fait, vous considérez que le sommeil est une perte de temps totale et que dormir empêche d'écrire, empêche de vivre, c'est ça ? Ça dépend des nuits, ça dépend des jours. Il y a des jours où je pense cela, oui, mais un peu par bravade et un peu par crânerie. Et puis il y a des jours où ne pas dormir est une souffrance quand même assez éprouvante. Oui, et que vous décrivez en énumérant le nombre de somnifères que vous essayez et qui ne servent à rien. Et ça date depuis quand ? Depuis que vous étiez gamin ? Vous parlez d'ailleurs de votre enfance dans ce livre. J'ai toujours... Le sommeil, le thème du sommeil, si je peux me permettre, Bernard-Henri Lévy, n'est qu'un fil rouge pour raconter votre vie, hein. Vos parents, votre enfance, votre frère, toutes les tragédies que vous avez pu vivre, et ce que dit très bien Philippe Sollers, qui dit, en fait, et c'est la phrase clé du livre, « t'en as trop vu ». Non ? C'est ce que m'a dit Philippe Sollers, en effet, lors de notre première rencontre en 1977. Ouais. Il m'a dit ça, oui. C'était votre premier livre, d'ailleurs, en 1977. C'était à l'époque de La barbarie visage humain. Je raconte, d'ailleurs, dans le livre, comment je le lui avais lu intégralement, à haute voix, pendant toute une semaine. Il venait tous les après-midi chez moi. J'avais signé à l'époque un contrat pour ce livre avec Jean Edernalier. Il avait une idée fixe, une obsession, pour mon bien, d'ailleurs, qui était d'arracher ce livre à son vieux camarade, devenu son ennemi, Jean Edernalier. Et donc, je lui lisais ça tous les après-midi. Et voilà. Et puis, on s'était un peu confié. Puis, je lui avais dit que j'avais ce rapport compliqué à la nuit, que je ne dormais pas. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, tu en as trop vu. Oui, vous dites aussi que c'est une famille, les insomniaques, qui se reconnaissent au premier coup d'œil, dites-vous. Et ils appartiennent, selon la fameuse phrase de Proust, à la famille magnifique et lamentable des nerveux. Et je dis lamentable parce que vous ne vous épargnez pas dans ce bouquin. Il y a de la dérision. Vous vous moquez de vous-même. Vous dites, à un moment donné, vous dites, je ne suis qu'une série une logorrhée permanente. Personne ne me dit couper. Surtout la nuit. La nuit, qu'est-ce que vous voulez ? La nuit d'un insomniaque, c'est une espèce de monologue permanent, chaotique, un peu fou, où tout se mélange, les choses personnelles, les choses vraiment importantes, où tout prend des proportions fritz-langiennes, absolues, où tout, le moindre personnage de votre vie devient, et vous-même, aime le maudit, des grandes ombres épouvantables. Donc, oui, la nuit d'un insomniaque, ça ressemble à ça. Donc, ce livre, c'est une nuit de l'insomniaque majeur, parce qu'il en a trop vu, parce que le monde, comme vous dites, page 22, ne dort pas non plus. Vous dites, on ne dormait pas sur le Maïdan, ni dans le bunker de Zelensky. On ne dort pas quand on attend d'un jour à l'autre les légions de Poutine. Et les personnages de la Révolution française ne dormaient pas. C'est vrai qu'on n'imagine pas Danton, je dis ça, je crois aussi, Danton, Robespierre ou Saint-Just dormir. Je crois
Alors, mais c'est un peu à ma décharge, parce que c'est tellement... je crois que dans les moments de grande intensité historique, dans les moments donc de révolution, ou comme aujourd'hui, où le monde tremble sur ses bases, je trouve que c'est difficile de dormir. Hein. Il y a un livre de Stefan Zweig, au moment de la Première Guerre mondiale, qui dit un monde qui ne dort pas. Aujourd'hui, le monde ne dort pas. Au moment de la Russie, au moment du Hamas, au moment de la poussée mondiale de l'antisémitisme, au moment du déclin de l'Occident et peut-être de son regain, une part de moi se dit comment dormir. Comment dormir. Il y a presque un devoir. Dans mes moments comme ça de délire nocturne, je me dis, mais au fond, il y a un devoir d'insomnie. C'est-à-dire le monde va si mal qu'il faut veiller. Oui, sauf que vous dites, page 79, on peut mourir de ne pas dormir. Ça, c'est la grande question que je me pose depuis, et j'en prendrai à vous cacher, depuis le début de ma vie. Comme je dors très mal, très peu, etc., évidemment, je passe ma vie à rencontrer des médecins en leur demandant, mais enfin, à la fin des fins, nom d'un chien, est-ce que oui ou non, c'est mortel de ne pas dormir? Et alors là, je signale à tous les insomniaques qui vous écoutent, s'il y en a, des insomniaques, oui. D'ailleurs, ils nous regardent, hein, parce ils nous regardent, oui, je sais un peu tard. Comme mais est-ce qu'il y a tellement d'insomniaques? Je ne sais pas, peut-être. Mais je leur signale qu'il n'y a pas de réponse claire à la question. Alors, ça fait 50 ans que je mène l'enquête. Il y a un grand poète français, par exemple, qui s'appelle Ronsard, mignonne, allons voir s'il arrose, mais qui a écrit des poèmes beaucoup plus tragiques que ses poèmes élégiaques à la fin de sa vie. Et lui est mort d'insomnie, ça c'est clair. Il a passé les 15 derniers jours de sa vie sans dormir et il en est mort. Alors ça, c'est dans mes moments de grand effroi, je pense à Ronsard. Dans mes moments d'optimisme, je pense à Danton, qui ne dormait pas et qui est mort, mais pas de ça, qui est mort de la terreur des salopards d'en face. Mais vous avez aussi des moments d'affection et d'amour, puisque vous prénommez votre femme Ariel simplement A, on la reconnaît bien évidemment, elle est omniprésente et parfois elle peut vous servir à ce fameux coupé que vous attendez, pour la logorée verbale dont vous dites que vous êtes... Ma vie est une logorée, un bavardage ininterrompu, une prise sans fin, personne pour me dire coupé. Est-ce qu'Ariel Dombasle vous dit coupé? A quelques vertus, a de nombreuses vertus. Dans ma vie, elle en a quelques-unes. La première, c'est qu'elle est gaie. Que dans mes moments de mélancolie, de tristesse ou d'abattement, elle me rend joyeux. Et ça, croyez-moi, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'en effet, elle me dit coupé, bien sûr, parce qu'elle est, contrairement à ce que peuvent croire ceux qui la connaissent par ailleurs, ou qui l'écoutent à la radio ou dans ses films, elle est d'abord très brillante, et puis sévère. C'est-à-dire, elle dit coupé. Quand ça ne va pas, elle me le dit, bien sûr. Alors, selon vous, il y a aussi, bien sûr, cette nuit, l'évidence des fantômes qui apparaissent. Tous les gens que vous avez connus qui ne sont plus là, ça va de Georges Semprin à Solers à Claude Lanzmann et à quelques hommes politiques. Hein. Un homme politique dont lui est toujours présent, que vous voyez par votre fenêtre la nuit, vous voyez la petite lumière, parce que vous habitez pas loin du palais de l'Élysée, c'est bien ça, et donc vous correspondez un petit peu avec Macron? Je vois sa lumière s'éteindre. Ouais. Voilà. Et un jour, on s'est dit ça, oui, on s'est écrit cela, qu'on était frères en insomnie, quoi. C'est une drôle d'histoire. Les vrais insomniaques, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est comme les nerveux. C'est pas la même famille que la famille des nerveux proustiens. C'est une autre famille. Lamentable aussi. Et un peu magnifique. Mais, en tout cas pour lui, moi je ne sais pas. Mais ils se reconnaissent au premier coup d'œil. Il y a quelque chose, il y a une anxiété, il y a une fébrilité, il y a une tristesse, et puis un rapport aussi à la joie, heureusement. On se reconnaît à la seconde. Oui, mais l'angoisse et l'anxiété n'excluent pas l'humour. Dans la page 122, vous racontez les conséquences malheureuses, vous prenez un avion.
Et donc, pour quand même un peu dormir dans l'avion, vous prenez du Stilnox, c'est bien ça. Hein, sauf que l'avion ne décolle pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive une fois sur 10 000, ça, l'avion qui commence à rouler, le steward qui dit, qui donne les informations sur le vol, PAC à vos portes, attachez vos ceintures, etc. Moi, je me dis, c'est bon, il va mettre 20 minutes à décoller, je gagne 20 minutes, je prends mon paquet de Stilnox, mes quelques comprimés, et je me dis, comme le vol était court en plus, c'était un vol des États-Unis, mais qui mettait un peu moins de 6 heures, donc je prends une grande quantité de Stilnox. Et là, le truc, encore une fois, qui n'arrive jamais, incident technique, la porte qui ferme pas, je sais pas quoi, le circuit électrique, et on revient au port, à l'embarquement, on donne à chacun un voucher pour l'hôtel de l'aéroport, et moi, évidemment, personne n'arrive à me réveiller. Qu'est-ce qu'ils vous ont Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une gentille passagère, mais je l'ai su après, parce que dans ces cas-là, on est complètement gâteux et complètement absent à soi-même. Une gentille passagère qui, voyant l'état quand même misérable dans lequel je me trouve, parce qu'on marche, on est somnambule, mais on marche. Elle m'escorte jusqu'à la salle d'embarquement. Tout le monde va au Sofitel. Elle, je crois qu'elle avait décidé de rester là, sur les sièges en plastique, avec en plus des choses qui font qu'on ne peut pas s'allonger, des bras de fauteuil. Et j'ai dû dormir 3-4 heures là, et je me suis retrouvé au bout de 3-4 heures dans cet aéroport désert avec cette jeune femme qui est une musicienne, qui m'avait sauvé. Mais on ne se souvient de rien. J'envie les éléphants, les girafes, les chevaux, les méduses qui dorment comme des bébés. Et qui vivent longtemps. Ça fait partie de ma longue enquête sur est-ce qu'on meurt ou pas de ne pas dormir. Il y a 2 preuves que c'est pas bon. Il y a Ronsard, je vous l'ai dit, et puis il y a les méduses et les girafes qui sont parmi les animaux, j'ai regardé ça de très près, qui vivent le plus longtemps. Les tortues aussi. Non, et les tortues, elles y sont, je crois, il y a des tortues. J'envie les tortues, oui. J'envie énormément les tortues. Les tortues géantes de chez mon ami Tom Kaplan dans les Seychelles, il me raconte ça, il paraît qu'elles vivent 500 ans. Alors, il y a aussi et surtout l'évocation de l'enfance, votre mère, dont vous dites qu'elle était si jolie, et votre père, qui a joué un rôle très important, et qui vous a servi, et encore vous serve dans vos rêves, parce que de temps en temps, il arrive comme un fantôme pour vous distribuer quelques leçons de sagesse, c'est ça? Oui, pas les leçons de sagesse, pour m'exhorter. C'est-à-dire? M'exhorter à être bien, un peu mieux encore que je ne suis, m'exhorter à avoir m'exhorter à la grandeur, m'exhorter à avoir un comportement éthique, m'exhorter à être courageux, m'exhorter à tout ça. Et cette nuit-là, en effet, qui doit être ma 2e ou 3e nuit sans sommeil, et c'est vrai que dans ces moments-là, on a vraiment des hallucinations. C'est pas un effet littéraire. On voit vraiment les rideaux de la pièce se déformer, on voit vraiment le tableau de Vincent Darré qui se transforme comme une pâte à modeler, et on voit des personnages qui surgissent au pied de votre lit. Des morts. Des morts, oui. Ouais. Des morts, et lui surgit, et voilà, il me parle. Mais qu'est-ce qu'il dit, papa? Il dit, continue d'être quelqu'un de bien, c'est ça, en gros? Non, il me dit pourquoi il est né. Il me dit d'abord pourquoi il est mort le jour de mon anniversaire, le jour de ma naissance. Il me demande des nouvelles de 2-3 personnes qu'il a connues avec moi. Il me demande des nouvelles de mon ancien éditeur, Jean-Claude Fasquelle, qu'il a connu. Il me demande des nouvelles de son vieil ami François Pinault. Il me demande des nouvelles il me demande si je m'occupe bien de mon frère et de ma sœur. Oui. Et puis, en effet, il me donne au sens propre des encouragements. Encouragement, ça veut dire il m'exhorte au courage. Vous parlez aussi, vous y revenez, parce que ça ne peut pas vous lâcher, de votre seul film
dont vous considérez encore aujourd'hui qu'il est bien meilleur que tout ce que les critiques vous ont signalé. C'est pas mon seul film, j'ai fait beaucoup d'autres films. Énormément de documents. Des documentaires, mais qui pour moi sont des films. Oui, pour moi, ils sont. C'est pareil. Fiction pure, voilà, avec des comédiens, Lorraine Bacall, Alain Delon, voilà. Vous parlez de Delon d'ailleurs. C'est intéressant. Delon fait partie des personnages importants de ma vie et qui revient lui aussi assez souvent dans le livre, bien sûr. Il revient dans cette fameuse nuit. Les images de Delon, les souvenirs, les moments étranges ou forts que nous avons passés ensemble me reviennent. Delon, personnage magnifique qui a eu une fin qui m'a navré. Il ne méritait pas cette fin-là. Ah, je crois qu'il ne méritait pas cette fin-là et il ne méritait pas d'être traité ainsi par les siens, quoi. Lui a été infligé quand même quelque chose dont je souhaite vraiment qu'elle nous soit épargnée aux uns et aux autres. Mais immense personnage, immense acteur, magnifique caractère et grand homme de ma vie et personnage du livre. Et maintenant, le journal. Ça, c'est le chapitre 10 pratiquement qui va vers la fin, parce que c'est quand même un rituel incroyable depuis quoi, une quarantaine d'années, sinon plus. Vous dictez tous les jours, et vous l'avez dicté donc à 3 ou 4 secrétaires différentes, puisque elles sont passées les unes après les autres, un journal qui, en fait, raconte tout, et dont vous dites que vous n'avez pas du tout envie qu'on le publie. Vous dites que c'est 365 jours par an pendant 40 ans, ça fait 30 000 feuillets, c'est-à-dire 45 millions de signes. Qu'est-ce que je vais faire de ça, dit Bernard-Henri Lévy. C'est tout le sujet du rendez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire du journal? De deux choses l'une. Ou bien j'ai le temps, l'énergie, et je le transforme, c'est-à-dire je le passe à l'usinoir de la littérature et j'en fais mes mémoires un jour. Ou bien je suis pris par surprise, je n'en ai pas le temps, et alors il y a des procédures c'est en effet c'est la fin du livre, il y a des procédures qui sont mises en place, qui sont des procédures d'airain, et qui aboutissent à leur destruction. Parce que tout ça naît. Je me retrouve un jour avec un vieil ami qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Olivier Corpet, qui est un archiviste, le patron des archives concurrentes de la BNF. Puis on attendait Rob Grillet, dont je produisais le film, et on était là dans un hôtel à Venise, à l'Excelsior, dans le lobby, on s'emmerdait un peu. Il y avait Alain Resnais qui lui était glorieux, qui était entouré par des paparazzi, puis nous on attendait Rob Grillet qui lui était au crépuscule. Puis on ne sait pas trop quoi se dire, et Corpé me dit, alors il paraît que vous tenez votre journal. Je dis, ouais. Il me dit, il paraît que vous avez demandé qu'il soit détruit après votre mort. Je dis, oui, si j'ai pas le temps d'en faire mes mémoires, je demande qu'il soit détruit. Il me dit, ça marchera pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'un journal n'est jamais détruit. Il faut bien que vous le sachiez. Il faut que vous êtes peut-être un spécialiste en littérature. Moi, je suis spécialiste en archives. Votre journal ne sera jamais détruit. Scénario numéro 1, votre famille vous trahira, elle apportera votre éditeur. Scénario numéro 2, elle ne voudra pas ajouter au chagrin de vous avoir perdu le chagrin de vous brûler. Scénario numéro 3, il m'énumère des trucs. Et là, ça m'obsède, évidemment. Je suis épouvanté à cette idée de ce tas de boue qui est mon journal, le tas de boue mal écrit qui serait livré à supposer qu'on s'intéresse à moi après moi. Au public, et donc je mets en place une usine à gaz que je raconte, qui est, je crois, un peu une première dans la littérature, et qui fait que je m'assure. Alors il y a un notaire, il y a des avocats, il y a des huissiers, il y a des témoins qui ne se connaissent pas les uns les autres. Pardon, je vous interromps, vous aurez droit au même destin que Kafka. Kafka avait demandé aussi qu'on détruise son journal. Mais il n'avait pas fait ce que j'ai fait là. Et Max Brod. Mais il n'avait pas mis en place. Eh bien, on verra. Ce système. On verra. Voilà, on verra. Lévy, on verra. On verra. Alors, habituellement, les plus jeunes de nos spectateurs verront. Habituellement, dans cette émission, puisqu'on va la terminer, on demande à nos invités un coup de cœur culturel du moment, c'est-à-dire
un livre, un film, ce qu'on veut. Vous avez un coup de cœur en ce début d'année, là? Oui, j'ai vu hier ou avant-hier en projection privée un film qui sort demain, je crois, ou demain, qui est le film d'Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin. Voilà, qui s'appelle Spectateur, et qui est une histoire du cinéma en 1h30, une histoire du cinéma au cinéma, par le cinéma, tournée par Arnaud Desplechin, que j'ai croisé, que j'ai rencontré il y a 30 ans avec Sentinelle, et qui fait là un film magnifique, et où mon ami Claude Lanzmann, auteur de Shoah, tient une place majeure. Bande annonce. Ça a l'air d'être un peu le Spielberg des Fabelmans, non? Ou le projet qu'a eu Godard et qui n'a pas vraiment réalisé. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Il est très important de signaler que l'insomniaque nous explique à quoi bon et à quoi sert le sommeil et nous raconte en 186 pages une vie singulière, puisque, comme disait Solers, vous en avez trop vu. Je rappelle donc ce livre qui est sorti tout récemment chez Grasset et qui, à mon avis, en dit beaucoup plus que la 50aine d'ouvrages, au moins, et la 30aine, au moins, de documents que vous avez pu produire dans votre vie. Merci de votre présence. Merci Philippe Armand, merci. Pub.